Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Attention, c'est une semaine spéciale d'au cœur de l'histoire consacrée aux énigmes et autres mystères en cours de résolution que Franck Ferrand nous proposera la semaine prochaine, donc à partir du lundi 4 mars. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. En effet, nous nous demanderons la semaine prochaine s'il serait possible, malgré tout ce qu'on a pu dire il y a 12 ans, que Louis XVII se soit réfugié en Argentine. Pourquoi la tête d'Henri IV est encore contestée? Comment, enfin celle qui a été exhumée, vous savez, comment les hommes préhistoriques s'y sont pris pour décorer certaines grottes de peintures magnifiques. On est d'ailleurs, avec ce sujet-là, très proche de celui d'aujourd'hui. Vous verrez qu'il y a un certain nombre de grands sujets mystérieux. Alors aujourd'hui, vous avez justement invité Georges Vigarello, le spécialiste incontesté de l'histoire des pratiques corporelles et de la représentation du corps à travers les âges, car vous avez prévu de nous parler de la silhouette. Et oui, la silhouette. Sujet du beau livre que l'historien du corps vient de publier, notion fascinante que celle de la silhouette entre ombre et lumière, masse et contour, ligne et volume. La silhouette de chacun lui appartient comme son ombre. Et cependant, vous allez voir que réunies, comparées, les silhouettes en vogue aux différentes époques nous en disent finalement assez long sur les contemporains. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Il y a quelque temps, dans une soirée parisienne, j'ai vu un artiste qui se faufilait parmi les invités armé de petits cartons et d'une paire de ciseaux. Il choisissait ses modèles apparemment en fonction de leur célébrité et puis il s'installait quelques minutes près d'eux en les priant de ne surtout pas interrompre leur conversation et, avec une dextérité aussi diabolique que pouvait l'être son sens de l'observation, il découpait, en moins de temps qu'il n'en faut pour le raconter, le profil incroyablement exact, incroyablement ressemblant, campé, aurait-on dit autrefois, de l'invité qui, tout émoustillé, repartait avec sa petite ombre de carton, avec sa silhouette, pour employer le terme consacré. Alors j'ai demandé à ce monsieur, à cet artiste, s'il avait le sentiment d'exercer une activité identifiée. Mais oui, m'a-t-il dit, je suis silhouettiste. Et ça m'a rappelé, évidemment, ces jolis petits portraits du XVIIIe siècle en ombre chinoise, qui ont eu notamment beaucoup de succès dans les pays germaniques à l'époque. Silhouette. Le terme est ce que l'on appelle en rhétorique une antonomase, c'est-à-dire une figure de style qui consiste en l'occurrence à remplacer un nom commun par un nom propre qui le désigne. En effet, à l'origine de ce mot silhouette, il y a bel et bien un monsieur Silhouette, ou plus précisément un Étienne de Silhouette, originaire de Biarritz et qui en 1759 avait été nommé par le roi Louis XV contrôleur général des finances, autant dire le ministre des Finances de l'époque. Monsieur de Silhouette, disons-le, bénéficiait du soutien personnel de Madame de Pompadour, qui avait persuadé Louis XV de lui confier les cordons de la bourse. Et il faut dire que c'était une période extrêmement difficile, comme souvent pour les finances royales, et le roi n'était pas très chaud pour cette nomination. Le problème, c'est que Monsieur de Silhouette était moins courtisan qu'honnête homme et qu'il a pris sa mission très au sérieux. Dès le mois d'avril, il a donc été nommé le 4 mars, il commence par suspendre les exemptions fiscales dont bénéficiaient certains titulaires d'office. Et puis il supprime bon nombre de pensions royales et plus dangereux encore, le voici qui s'attaque aux intérêts perçus sur le capital de la ferme générale par les fermiers généraux. Il faut savoir qu'à l'époque, les collecteurs d'impôts, vous savez, étaient des personnes privées auxquelles l'État déléguait le soin de percevoir les encours moyennant un pourcentage sur l'argent récupéré. On appelait ça, ces percepteurs, on les appelait des fermiers généraux. Eh bien, Silhouette s'attaque directement, il s'attaque de front aux fermiers généraux. Il va jusqu'à réduire leurs bénéfices de moitié. Autant dire qu'il est désormais sur une pente savonneuse. Mais son arrêt de mort, le courageux, trop courageux ministre va le signer en décidant de s'attaquer carrément aux dépenses du roi et de la cour. Et puis quoi encore? Coupe claire dans les dotations de jeux de la reine, dans le budget des chasses du roi, dans les fonds alloués aux écuries. Enfin, tout ça n'est pas possible. Madame de Pompadour est bientôt assiégée par tous ses amis lésés qui récriminent contre le pauvre Silhouette. Elle lui retire son appui. Or, je vous ai dit que l'appui du roi, de son côté, était chancelant. La haine de la cour, la méfiance du gouvernement feront le reste. Dès novembre, Étienne de Silhouette est gentiment remercié et renvoyé dans son château de Brie-sur-Marne où il mourra 7 ans plus tard.
Alors ce passage éclair aux finances a fait dire aux mauvaises langues et à quelques auteurs de dictionnaires que c'était l'origine du nom commun silhouette pour désigner une vision furtive. En vérité, il s'agit d'une double erreur. La silhouette, à l'époque, désigne seulement un portrait réalisé en ombre chinoise. Et son nom tient au fait que c'était le passe-temps favori et même la passion de Monsieur de Silhouette. Le brave homme avait en effet pris l'habitude de faire asseoir ses invités chez lui près d'un écran de parchemin et il les éclairait avec une lampe appropriée qu'il avait lui-même conçue. Il détourait l'ombre obtenue, bien entendu, il la barbouillait à l'intérieur avec de l'encre et il obtenait une ombre pérenne que tout le monde se mit aussitôt à appeler silhouette. Le procédé n'a jamais cessé depuis lors. Georges Vigarello en a fait un livre et nous allons maintenant ce livre le feuilleter ensemble. Le Watershoot d'Éric Satie, on s'intéresse aujourd'hui sur Europe 1 à l'histoire de la silhouette. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Avec votre premier invité, Franck, sur Europe 1, Georges Vigarello est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et auteur notamment du beau livre « La silhouette, naissance d'un défi » du XVIIIe siècle à nos jours au Seuil. Oui, vous savez que Georges Vigarello avait participé à la célèbre Histoire du corps. Il a publié un certain nombre d'ouvrages, tous plus passionnants les uns que les autres. Je le dis sans aucune flatterie, Georges Vigarello. Merci d'être de retour au micro d'Europe 1, puisque vous avez fait un été entier. Oui, il y a quelques années. En Bonjour, 2006. mais c'est un plaisir. Pour nous parler du corps. Nous parlions à l'époque aussi du corps et on avait fait une série d'émissions sur les Jeux Olympiques. Voilà, exactement. Dont j'ai un bon souvenir d'ailleurs. Alors, mais nous aussi, cette silhouette, cet art de silhouetter va devenir un passe-temps à la mode dans les salons du XVIIIe siècle. Disons-le assez tôt, dès les années 1730-35, on se met à silhouetter. Alors quand on se promène dans les pays germaniques, en Suisse notamment, alors là c'est quasiment un sport national, on voit, c'est très présent sur les murs des maisons. On en a un peu moins conservé en France, peut-être du fait de la technique employée, qui était fragile en fait. Oui, c'est du papier et donc il reste peu de documents. Il en reste aussi en Angleterre. En fait, ça concerne les pays européens. L'Angleterre, la France, la Suisse aussi. Parce que Lavater est originaire de la Suisse et Lavater est un grand propagandiste de silhouette. Et puis l'Allemagne, comme vous l'avez très bien dit. Alors je pense que vous avez tout dit sur le personnage, vous avez même dit énormément de choses sur le personnage, donc n'y revenons pas. De Silhouette même. Oui, d'Étienne de Silhouette, donc n'y revenons pas. En revanche, c'est vrai que ce qu'il propose, ce sont donc, comme vous l'avez dit, des profils qui ont un contraste dans la mesure où l'intérieur du profil est noir, ce sont des ombres chinoises, et le fond est blanc. Mais ce qui est très important et qui au fond, déclenche, à mon sens, le goût pour ce genre de procédé. Ce qui est très important, c'est que les spectateurs, le public et les auteurs de silhouettes ont dit, à ce moment-là, alors que des ombres chinoises pouvaient exister, bien entendu, auparavant, on dit à ce moment-là que le profil désignait la singularité de chacun et que l'on pouvait, dans une certaine mesure, lire la personnalité, le tempérament, le caractère de quelqu'un, parce que ces traits étaient fabuleusement précis. Vous voyez. Voilà. D'abord, on retrouve l'identité, et ensuite, cette identité permet de lire le caractère et la psychologie. Et alors, nous évoquions Lavater il y a une seconde, et Lavater est celui qui a, en quelque sorte, considérablement répandu ce procédé. Pourquoi ? Parce que Lavater est un auteur de ce que l'on appelait à l'époque la physiognomonie. Et la physiognomonie, c'est bien la tentative d'interpréter la personnalité de quelqu'un à partir des traits du visage. Or, il se trouve que la silhouette donne les traits de la manière la plus économe et la plus expressive qui soit. Donc il dit voilà, nous avons trouvé une science, c'est celui qui va utiliser le mot silhouette, vous voyez. Il dit voilà, nous avons trouvé une science. Cette science, nous pouvons la diffuser. Enfin, la physiognomonie est l'objet de travaux qui peuvent concourir à la renommée de la science en général. Cette physiognomonie, elle a été utilisée jusqu'à des périodes relativement récentes, y compris dans le monde de la police et des recherches judiciaires. Alors c'était on va dire jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et puis alors, comme très souvent, le XXe siècle a tout jeté par la fenêtre en disant mais tout ça, ce sont des foutaises, etc. Et on finit par réaliser, nous, tranquillement, au début du XXIe siècle, qu'il n'y avait peut-être pas que des sottises dans ce que disaient ces Oui, mais c'est vrai que les critères d'identité sont devenus infiniment plus complexes et infiniment plus efficaces. Mais vous parliez de la
police. Et alors justement, vous voyez, la police à la fin du 18e s'est dit, mais il y a peut-être un moyen de désigner finalement les profils de chacun et de pouvoir repérer les récidivistes. Classifier en quelque sorte. Classifier, repérer les récidivistes, repérer les militaires qui abandonnent leur poste, etc. Donc il y a eu quand même un engouement qui a fait converger plusieurs intentions autour de ce mot de silhouette, et c'est la raison sans doute pour laquelle il a eu le succès que l'on connaît. Alors évidemment, les artistes qui travaillaient à ces silhouettes, dans un premier temps, se contentent de cerner le trait du nombre véritable, et puis petit à petit, l'habitude aidant, et puis le talent, bien entendu, ils vont être capables, à main levée, de dessiner la silhouette sans aucun recours à la projection. Donc bien il sûr, y a deux, c'est cela. Vous voyez, il y a deux moments. Il y a un premier moment où c'est vraiment le visage qui est mis en évidence, avec ce sentiment, je le répète, que l'on peut en décliner la personnalité, le tempérament. Et il y a un deuxième moment qui, lui, est plutôt celui du 19e siècle, où le silhouetteur, puisque c'est comme ça que ces gens s'appellent, et c'est comme ça qu'ils vendent d'ailleurs leur profil, le silhouetteur se met à dessiner l'ensemble d'un profil, l'ensemble du corps. Et l'idée sous-jacente, qui est à mon avis tout à fait passionnante, c'est l'idée selon laquelle un profil d'ensemble sur l'ensemble du révéler, corps, de la tête aux pieds. Absolument, peut révéler une personnalité. Et l'engagement à ce moment-là, devient extrêmement important à mes yeux, au niveau même de ce que je pourrais appeler l'histoire de l'art. L'engagement devient celui de traduire des singularités à partir d'un profil global. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on commence à considérer que la normalité elle-même peut avoir plusieurs possibilités de variation, vous voyez. On n'est plus centré sur le problème des proportions comme l'ont été l'ensemble, au fond, des peintres, par exemple. Jusqu'alors. Et on commence au contraire à se dire, mais après tout, il y a des morphologies différentes et qui peuvent finalement être considérées comme normales. Alors il y a certes des morphologies différentes, mais il y a surtout des types de morphologies qui vont être plus ou moins dominants en fonction des époques. Et c'est ce qu'il y a de plus passionnant, me semble-t-il, dans votre ouvrage, c'est d'avoir été discerner la silhouette de chaque époque. Nous y venons dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. La berceuse d'Éric Satie sur Europe 1 pour une émission, je vous rappelle, aujourd'hui consacrée à la silhouette d'hier et d'aujourd'hui. Et oui, une musique aimable, si je puis dire, pour un sujet aimable. Il n'y a rien de plus gracieux, finalement, que ces silhouettes. Et alors, vous les avez en quelque sorte scrutées de très près, Georges Vigarello, et vous nous dites que la silhouette qui figure sur le tableau reflète évidemment la silhouette dominante dans l'esprit des gens du moment, et que cette silhouette, elle a tendance à évoluer. Oui, bien entendu, il y a une transformation. C'est ça qui est d'ailleurs intéressant dans le sujet, c'est que les profils ne sont pas les mêmes. Les profils dominants, pour reprendre votre mot, ne sont pas les mêmes selon les périodes. Mais peut-être ce qu'il faut ajouter, c'est que le silhouetteur qui, au fond, montre un profil noir-blanc est quelqu'un qui va inspirer les illustrateurs. Bien sûr. Vous voyez ? Et donc les illustrateurs du 19e siècle, je pense à Daumier, Granville et quelques autres, vont s'inspirer de ce que les silhouetteurs leur montrent, c'est-à-dire la diversité des morphologies. Ils ont pris conscience de la silhouette grâce aux silhouetteurs. Absolument. Ils vont montrer, oui. Et ils vont l'utiliser dans le dessin, dans la caricature, évidemment, qui se développe au 19e siècle. Voilà. Et vous nous dites l'importance de la presse, parce que, évidemment, d'un point de vue technique, ça arrange la presse. Absolument. Donc il y a ce qu'on pourrait appeler un art nouveau, qui porte sur la silhouette. D'ailleurs, les titres d'un certain nombre de représentations de Daumier portent bien le mot de silhouette. Il y a donc un art nouveau qui consiste à profiler les individus, mais en sortant finalement de cette technique noir-blanc et en entrant dans la technique d'illustration. Donc, on a une deuxième période. Comme si on remplissait la silhouette, en quelque sorte. Exactement. On a une deuxième période qui est celle finalement de la mise en évidence des sujets en prenant en compte leur morphologie, en différenciant ces morphologies et en demeurant dans le cadre de l'illustration. Donc, tous les grands périodiques du début du 19e siècle, un certain nombre de livres illustrés vont s'inspirer de cette technique en, au fond, différenciant les sujets. Alors, j'ajoute aussi, c'est que ça correspond quand même à une période
période, vous voyez, ça correspond à un moment, qui est celui du début du XIXe siècle, où, au fond, la démocratie, la suppression des ordres traditionnels... C'est Tocqueville, hein. C'est Tocqueville, vous avez tout à fait raison. Fait que les personnes, au fond, prennent conscience de la diversité, s'inquiètent dans une certaine mesure de la diversité, c'est-à-dire comment reconnaître les gens, puisque les grands critères de vêtements peuvent, dans une certaine mesure, s'effacer. Comment reconnaître? Et donc, les silhouetteurs, dans une certaine mesure, et les illustrateurs, je pense par exemple à ce livre magnifique qui s'appelle Les Français peints par eux-mêmes, ont le sentiment qu'ils vont aider le regard pour percevoir les différences et les interpréter. Et le livre de Balzac, vous savez, c'est ça. La comédie humaine, c'est aider les Ce sont sujets des silhouettes littéraires. Au-delà du projet magnifique, qui est un projet génial qui consiste à mettre en scène une société, c'est aussi aider les sujets à regarder. Mais ça, c'est passionnant parce que ça veut dire que dans l'histoire de l'art, on passe du modèle idéal qu'on représente le plus volontiers nu, évidemment, et on aurait pu imaginer qu'il y ait des silhouettes nues. Et non, les silhouettes, elles sont toujours habillées parce que c'est, si je puis dire, Monsieur Tout-le-Monde, c'est le personnage social qui est mis en avant, c'est-à-dire que n'importe qui peut devenir modèle. Voilà. En quelque sorte. Je crois que vous touchez effectivement à un changement qui est central et qui fait que, je ne veux pas dire que l'individu prime, c'est évidemment présenté de façon excessive, un peu trop contemporaine, mais incontestablement, il y a une prise de conscience très forte de la diversité des individus et donc de la diversité de leur profil, de leur allure, et les auteurs s'enchantent dans cette diversité, un peu comme si ils avaient toujours à inventer des profils nouveaux. Alors je reviens en revanche à votre question qui était effectivement importante, qui est au fond que certains profils dominent. En fonction des époques. En fonction des époques. Et alors, par exemple, les illustrateurs vont inventer des profils symbolisant une époque. Et je pense à des œuvres comme celle de Daumier, je reviens sur Granville, mais Gavarni, etc. Ils vont inventer ce profil qui se dit en poire. C'est-à-dire le sujet, le bourgeois au fond, vous voyez, le sujet dont les épaules sont relativement rétrécies. C'est Louis-Philippe qu'on caricaturait en poire. C'est Louis-Philippe qui va être hein. caricaturé parce que c'est le représentant de la bourgeoisie. Donc, ces sujets qui sont présentés en gouttes d'huile, si je puis dire. Alors, avec, en plus, cet ajout que moi je trouve tout à fait intéressant, pour ne pas dire ironique, où c'est la tête aussi qui est présentée comme ça. À la fois le cerveau relativement étroit et les mâchoires extrêmement larges, vous voyez. Donc ce projet de silhouetté entraîne aussi ce que j'appellerais personnellement des inventions graphiques. Et c'est très important. Et ça renouvelle constamment la mode aussi. Il ne faut pas l'oublier, on va y venir tout à l'heure. Dans la deuxième partie de l'émission, on parlera de la mode, on parlera de l'évolution des silhouettes jusqu'aux silhouettes modernes, bien entendu. Silhouettes masculines et féminines d'ailleurs, parce que la silhouette féminine, on constate une relative invariance avec bien sûr des modifications. La silhouette masculine, elle change du tout au tout. Absolument. À mesure du temps. Donc ça, on va y venir. Ce qui est très fort dans ces silhouettes, c'est qu'évidemment, elles campent, comme vous dites, une époque et autant de Louis-Philippe, à l'époque où le bourgeois est caricaturé en poire, comment pourrait-on dire, le dandy, l'homme élégant, lui, est caricaturé en virgule, en quelque sorte. C'est un personnage tout élancé, tout cambré. Oui, ça donne trois profils masculins, vous voyez, et une fois encore, ce sont des profils qui traduisent vraiment une période. Le premier, nous en avons parlé, c'est le bourgeois avec cette attitude en goutte d'huile, si je puis dire, pour utiliser une métaphore un peu facile. Le deuxième, c'est, comme vous dites, le dandy ou l'homme à la mode, dont la poitrine devient le lieu dominant, avec le gilet. Donc il y a une ampleur de poitrine, la ceinture qui est serrée, et évidemment ensuite les jambes qui sont relativement minces. Mais le troisième, c'est le populaire. Le populaire est efflanqué. C'est un fil de fer, c'est un fil de fer concave même, vous voyez. Donc il y a bien à la fois la tentative de diversifier et la tentative de catégoriser. Eh bien, nous venons à l'un de ces dandys, la deuxième catégorie dont vous parlez. Oui. Évidemment, le plus célèbre de tous, c'est le récit dans un instant, c'est Brumel. Europe 1. Le récit de Franck Ferrand. Un récit de Franck consacré aujourd'hui sur Europe 1 au dandy à Brumel. Eh oui, voilà un homme qui, vers 1800, règne d'un clignement d'yeux sur la grande vie londonienne. On disait que à Londres, on est donc en plein dans la fin du consulat, presque le début de l'Empire en France. À Londres, à la même époque, la principale attraction, c'était de pouvoir assister à la toilette de Monsieur Brumel. Et nous dit Maurice Duplay, la phase capitale de cette toilette, la toilette, c'est donc le moment où il s'habille, bien entendu, où il va choisir exactement ce qu'il met, etc. Tout ça se fait en public. Il y a beaucoup de monde dans l'antichambre de
de Monsieur Brumel. Et la phase capitale de cette toilette, c'était donc le moment où, aidé de son valet, Robinson, qui était quasiment aussi célèbre que lui, le dandy mettait sa cravate. Ah, c'était une interminable écharpe de mousseline blanche immaculée. Il faut savoir que les dandys portaient des cravates soit blanches, soit noires, mais jamais de ton intermédiaire. C'était une longue cravate blanche, une sorte de, vous imaginez une écharpe plutôt, hein. On dit une cravate, nous avons nous de la cravate une image extrêmement réductrice. Robinson la lui tendait avec respect et Brumel se l'enroulait autour du cou et la nouait avec une dextérité de prestidigitateur. Alors souvent des personnes dans l'assistance en profitaient pour poser des questions. Évidemment, on venait prendre auprès de Brumel de véritables leçons d'élégance. Et par exemple, on lui demandait avec quel cirage il cirait ses bottes. Ben oui, parce que ce n'était plus des bottes, ça ressemblait à des miroirs. Vous savez, c'était parfaitement ciré. Du cirage, disait Brumel. Fi, pour faire reluire mes bottes, Robinson emploie uniquement de la mousse de champagne. Il y a évidemment il faut imaginer tout le discours qui va autour de l'apparence. Ça fait partie finalement de l'apparence, ce discours. Et puis un autre qui demandait s'il pouvait éventuellement connaître l'adresse du coiffeur de Monsieur Brumel. Brumel répondait « Apprenez que je n'ai pas un coiffeur, mais 3. Le premier pour les tempes, le second pour le front et le troisième pour l'occiput. » Bah oui, il faut bien ça, parce que chaque coiffeur peut avoir sa spécialité, vous savez, évidemment. Alors, il y avait, et c'est là que nous nous rapprochons de la notion de silhouette, il y avait tout un art très consommé chez Beau Brumel, comme l'avait surnommé le régent. Je vais y venir dans un instant à cet aspect historique. Il y avait un art de choisir, d'accorder le gilet et l'habit pour donner à la silhouette une forme d'élévation et pour mettre en valeur la poitrine, le poitrail, comme le disait Georges Vigarello à l'instant. Alors, généralement, les vestes, et ça va être de plus en plus vrai à mesure que le temps passera, sont sombres, bleu nuit, elles sont vert bouteille ou elles sont d'un brun très sombre. Le gilet, en revanche, est soit blanc, soit pêche, soit couleur de chamois, mais toujours très clair. Et il doit paraître dans l'échancrure de la veste comme une sorte de silhouette surimposée à la première silhouette. C'est comme si, à l'intérieur de son propre corps, le dandy redessinait un corps idéal, si vous voulez. Le pantalon est noir avec des pattes qui passent sous les plantes des pieds pour être bien tiré. Le pantalon, d'ailleurs, est noué par 6 boutons de chaque côté des chaussures. Les chaussures, ce sont des escarpins vernis, bien entendu. Quant aux chaussettes, ça, c'était déjà la mode et ça nous fait sourire aujourd'hui. Elles étaient soit roses, soit vertes, en tout cas, toujours d'une couleur très vive. Vous voyez que là, de la silhouette, on passe à la composition d'une forme d'harmonie. Tout ça nous amène à la notion de dandy. On avait eu l'occasion, il y a quelques années, à propos d'Oscar Wilde, de parler du dandysme. Qu'est-ce que c'est, finalement, que ce dandysme? Ça consiste, pour le physique, à se vêtir le plus élégamment possible, mais sans laisser paraître l'application. Évidemment, tout ça doit avoir l'air d'une grâce et d'un naturel absolu, et au moral, car il ne faut surtout pas oublier, il ne faut surtout pas négliger la dimension morale de cette posture sociale. Au moral, ça consiste à bannir de son âme les sentiments violents qui dénoteraient la naïveté, le manque de philosophie et qui traduiraient par des gestes et par des expressions vulgaires qui se traduisent par des gestes et des expressions vulgaires, cet attachement aux choses un peu trop matérielles. Il faut manifester en tout un détachement supérieur, nous dit Baudelaire, qui a bien sûr beaucoup travaillé sur la question. La pire chose qui puisse arriver à un gentleman, qui puisse arriver à un dandy, c'est se faire remarquer par son apparence. Et c'est là qu'il faut distinguer ce dandy façon Beau Brumel du dandy, par exemple, un peu plus tard en France, le dandy de version Barbet d'Aurevilly, par exemple, où de façon de plus en plus forte, on va voir des dandys, je pense à Robert de Montesquieu, alors à la toute fin du siècle, à la belle époque, qui eux vont au contraire chercher à attirer, à accrocher le regard, à choquer, à étonner l'assistance. Ce n'est pas le cas des premiers dandys. Encore une fois, ils insistent surtout sur ce qui doit apparaître comme un très grand naturel. La propreté, on dit que Brumel changeait de linge 3 fois par jour et qu'il passait donc 2 heures à s'habiller. La politesse, mais alors une politesse qui doit être la vraie politesse, pas la politesse de cour. C'est-à-dire qu'il faut être extrêmement aimable avec les petits ou avec les serviteurs et se montrer arrogant avec les supérieurs.
On raconte cette anecdote assez célèbre. Brummel est en train de se promener sur St. James Street avec le duc de Bedford et il observe de façon assez insistante les pieds du duc de Bedford qui finit bien sûr par se sentir un peu gêné. « Mais que portez-vous aux pieds ?» demande Brummel. « Enfin, ce sont des chaussures » répond le lord. « Ah, ce sont des chaussures » répond Brummel. « En vous voyant comme ça, j'avais cru que c'était des chaussons. » Vous voyez, il y a... alors évidemment, vous imaginez la gêne terrible de Bedford. Il y a chez le dandy la volonté de toujours régner par la gêne aussi qu'il induit chez l'autre. Il ne faut pas oublier qu'il y avait une forme de snobisme chez Brummel. Il était petit-fils de boutiquier. Son grand-père vendait des bonbons. Son père tout de même était esquire, c'est-à-dire il était secrétaire de Lord North, qui était un des ministres des Finances de George III. Donc il avait gravi quelques marches dans l'échelle sociale, mais tout de même il ne faisait pas partie de cette aristocratie à laquelle il ne se mêlait pas moins chaque jour. Alors il n'avait pas honte de ses modestes origines. Sans les afficher, il ne les cachait pas. Simplement, par cette simplicité tellement gracieuse, par cette élégance, il essayait de s'imposer et de devenir en quelque sorte le maître des élégances. Ne pouvant être en quelque sorte le maître social, il devient le maître des élégances. Et c'est vrai que sous George IV, d'abord sous la Régence et puis ensuite lorsque George IV devient à son tour roi d'Angleterre à Carlton House, on peut dire que c'est Beau Brummel qui règne en maître. Il a tendance à brocarder un peu les invités, il a tendance peut-être à se montrer parfois aux limites d'une impertinence dérangeante et c'est ce qui va se passer. L'insolence de Brummel ne connaîtra pas de bornes et on raconte qu'une nuit, il y avait une partie de Pharaon, vous savez, on en parlait hier à propos des jeux d'argent, il y avait une partie de Pharaon au palais et vers 2h, Brummel demanda « N'avez-vous pas envie de vous restaurer un peu ? Moi je meurs de faim. » « Eh bien, soupons, dit le prince. Déjà, on est aux limites de ce que la politesse permet, puisqu'il y a une Altesse royale et même un futur roi dans la pièce, et c'est lui qui propose de dîner. Mais enfin, jusque-là, George IV est bon enfant. Et à ce moment-là, Brummel, avec une majesté burlesque, et comme s'il s'était adressé à un serviteur, dit « Eh bien, Georges, sonnez, je vous prie !» demande-t-il au futur roi d'Angleterre. Et là, évidemment, George IV a estimé que c'était le pas de trop. Monsieur Brummel a été prié de faire ses bagages et de quitter non seulement la cour, mais l'Angleterre. Il va devoir partir pour la France et vous savez que ce sera le début pour lui d'une lente et interminable déréliction. Il n'empêche, jusqu'à sa mort dans les années 1830, dans cet exil français, jusqu'à sa mort très pauvre, parce qu'il n'avait plus de source de revenus, Brummel est resté un modèle d'élégance, un modèle au point que lorsqu'il le croise en 1837, un Barbey d'Aurevilly en est complètement séduit et transformé. Ce sera le début d'une autre forme de dandysme, un dandysme à la française. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Entre ombre et lumière, masse et contours, ligne et volume, nous nous intéressons aujourd'hui sur Europe 1 à la silhouette qui fait réagir nos auditeurs, Franck. Oui, alors un hôtel de charme bien connu de Biarritz me fait remarquer qu'Étienne de Silhouette était originaire de Biarritz. Oui, nous l'avons d'ailleurs dit, j'en ai dit un mot au tout début, et que évidemment dans cette ville, il y a une des plus anciennes bâtisses de la ville qui porte aujourd'hui son nom. C'est certain. Et puis Isabelle me fait remarquer, en tout cas elle pose la question, elle demande si cet intérêt pour la silhouette au XVIIIe siècle ne relèverait pas de ce que Daniel Roche appelle la culture des apparences. S'il est repérable dans la hausse des consommations de produits cosmétiques, influence-t-il le recours aux soins médicaux pour entretenir cette silhouette ? Est-ce que cette préoccupation existait à l'époque ? Voilà bien des questions qu'on va essayer d'aborder dans la deuxième partie de l'émission, mais la culture des apparences, Georges Vigarello, c'est exactement ça ? Incontestablement, c'est une culture des apparences. Mais ce qu'il faut bien voir, et ça me paraît vraiment important, nous l'avons dit, mais il faut le répéter, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'au début, la notion de silhouette ne concerne que les questions de l'illustration. Ça ne concerne pas la question de l'existence concrète et incarnée du profil. Et pour revenir justement sur Brummel, je trouve que l'exemple est tout à fait intéressant. Le problème du dandysme, c'est le fait d'essayer d'exprimer à travers sa propre apparence ce qui est au cœur de son individualité et de son identité. Et vous l'avez très bien dit, Brummel est quelqu'un qui, dans une certaine mesure, conteste la hiérarchie, n'est pas véritablement noble. Et donc, dans son apparence, il tente de traduire quelque chose qui est de l'ordre de la noblesse et il invente finalement une identité. Mais en revanche,
pour cette période-là, le mot silhouette n'est pas appliqué sur son profil, vous voyez. Ce qui est appliqué, c'est uniquement le problème du dessin et le problème d'illustration. Et ce que nous avons dit, porte sur l'illustration. Et ce qui va devenir très intéressant, c'est la question suivante. Comment le mot silhouette est-il passé de l'illustration à la définition de ce qui consiste à être le profil de la mode, par exemple, au profil tout court, tout simplement. à l'incarnation. Et ça, c'est un vrai problème qui m'a beaucoup intéressé dans le livre. Gens, en fait. Voilà, et qui m'a beaucoup intéressé dans le livre. Et si j'avais personnellement une explication à donner, je dirais la chose suivante. L'illustration, alors, si vous voulez, en deux moments, l'illustration est un procédé qui va obéir à des exigences de plus en plus précises au 19e, à travers ce que vous évoquiez tout à l'heure, entre autres, la presse. Qu'est-ce qu'exige la presse ? La presse exige le fait de camper de la façon la plus sobre et en même temps la plus expressive qui soit le profil de quelqu'un, de façon à ce que l'observateur, l'acheteur de journaux, en un instant, puisse identifier ce qu'il en est. Donc il se passe quelque chose à travers cette construction en quelque sorte illustrative de la silhouette, il se passe quelque chose qui porte sur ce que j'appellerais personnellement la culture du regard. Et donc ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre aussi, c'est que à travers ces essais, ces défis, ces manières de mettre en évidence les gens, on cultive le regard du public. Ça, c'est un premier point. Donc on regarde autrement les sujets. Pour ne pas dire on le fabrique un peu parfois. Dans une certaine mesure, vous avez tout à fait raison, on le fabrique. Ça, c'est une première manière finalement de mettre en évidence l'enjeu et l'intérêt de la silhouette. Les gens sont amenés à regarder autrement ce qui est devant eux et à entreapercevoir à travers un simple regard le trait le plus important. C'est un premier point. Le deuxième point, c'est que l'apparence, au sens cette fois le plus concret du terme, la mode, si vous voulez, va complètement changer au 19e siècle. Vous l'évoquiez tout à l'heure au début, à savoir, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se passe que tout ce qui est surenchère, tout ce qui est de l'ordre de la surenchère du vêtement, tout ce qui déborde, si vous voulez, va devenir inacceptable progressivement. Pourquoi ? Parce que il faut que les tenues s'adaptent à des conditions qui sont des conditions techniques. Il faut que les tenues puissent répondre à un imaginaire de la mobilité, à un imaginaire de la rapidité. Vous montrez que la tenue, le vêtement diminue avec le temps, dans des proportions très importantes. Et en particulier le vêtement féminin. Oui. À partir du moment où la femme entre dans la procédure du métier, dans la procédure du salariat, elle ne peut plus avoir tous ces corsets, etc. Elle ne, absolument plus. Elle peut plus porter les habits qui débordent, les cerceaux sur les tournures, les coussins. C'est impossible. Il faut une tenue qui soit la plus proche possible de l'anatomie. Et c'est là l'anatomie revient en ligne de compte. Et c'est là qu'on découvre le fait que brusquement, cette idée de la silhouette peut reprendre du sens et s'incarner physiquement, vous voyez. Et là, on voit, moi, je constatais très bien, en suivant les livres de mode, vous voyez très bien que brusquement le mot se met à exister dans les années 1890-1900. Et à ce moment-là, bien entendu, la question c'est quoi ? Eh bien, il faut que votre habit ne trahisse pas une silhouette qui ne correspond pas à ce que l'on attend. Donc il faut que vous soyez attentif à votre propre silhouette. Et on entre dans une ère qui est l'ère contemporaine. On intériorise la silhouette en quelque sorte. Voilà. Il y a un problème intime, vous voyez, il commence à avoir un enjeu intime de surveillance, d'autosurveillance de soi. D'autosurveillance du corps. Et non plus de l'apparence. Et ça dépasse largement les régimes, les apparences vestimentaires, les couleurs, les formes de vêtements. C'est fini, on entre dans une autre ère. Et c'est l'ère moderne, c'est l'ère contemporaine. Et c'est très important du coup le problème de la silhouette. Et donc, on pourrait presque dire qu'il faut que le corps entre dans un certain champ préétabli. C'est comme s'il y avait un moule, que les gens ont à l'esprit. Bien sûr. Et il faut entrer dans ce moule. Mais le problème, c'est que la nature, elle ne veut pas toujours. Et la nature résiste. Bien entendu, c'est pas si simple. Voilà pourquoi c'est un défi. Voilà pourquoi mon sous-titre porte le mot de défi. À quoi s'ajoute aussi, on l'oublie toujours, c'est qu'il y a un triomphe de ce que j'appelle le loisir. Il y avait ce superbe livre de Corbin, L'avènement du loisir, dans la deuxième moitié du 19e siècle. On voit très bien qu'est-ce que c'est que l'émergence du loisir ? C'est pas seulement le fait de trouver du temps pour aller sur la plage ou pour faire des parcours à la montagne. C'est le fait d'avoir un contact avec la nature qui soit plus fidèle avec l'anatomie du corps. Donc les habits tombent. Vous voyez, l'anatomie l'emporte. Et là encore, le problème du trait anatomique devient central. Alors, ce qui est assez fascinant dans ce parcours que l'on fait avec vous en suivant, en feuilletant ce livre, c'est qu'on part donc de ce qui est une ombre, la silhouette telle qu'elle est, la silhouette au sens le sens pur du terme, et puis cette ombre, elle se remplit peu à peu. On arrive à un contour général qui est un contour social, habillé bien entendu, avec un rôle très important du vêtement, le corset pour la femme, le gilet pour l'homme, etc., qui sont censés compenser tout ce qui ne serait pas
idéal. Et puis petit à petit, ce vêtement, eh bien, il tombe en quelque sorte. Voilà, c'est ça. Et on en le vient... dessous l'emporte. Oui, c'est ça. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le dessous-dessus. C'est le dessous qui finit par l'emporter. Et c'est finalement le corps lui-même qui Voilà, doit qui devenir s'impose. silhouette. Alors là, Et c'est du compliqué. coup, il faut pas que votre corps trahisse. Et c'est ça qui devient central, vous voyez. Donc, à ce moment-là, on voit effectivement émerger dans le privé les pratiques de gymnastique, les pratiques de régime, les pratiques de mesure. Le corps va se mesurer de plus en plus. Prenez votre pourtour, surveillez votre tour de hanche, etc. Vous voyez. Et on voit ces femmes très effilées, Exactement. les hommes avec les épaules très larges qui apparaissent, alors là, on va dire dans les années 30, 40, Absolument. enfin, au milieu du La XXe carrure, siècle. oui, la en carrure, réalité, oui, hein. oui. Sous un modèle qui est largement américain, dites-vous du reste. Hein. Oui, bien sûr, parce que je dirais les profils modernes qui obéissent à des exigences liées à la technique, liées au sport, etc. C'est quand même les sociétés occidentales, appelons-les avancées en mettant des guillemets, qui les ont imposées, vous voyez. Oui, et ces sociétés occidentales, elles sont sous un Ouais. modèle qui, lui, est largement Bien sûr, nord-américain. et donc depuis. et nord-américain. Et donc le grand modèle des années 30, c'est Westmuller qui a gagné aux Jeux Olympiques en 24. Alors Johnny Weissmuller du côté des hommes, j'ai sous les yeux une photo de mode pour la saison 37-38 Oui. avec une femme qui elle est totalement effilée Longiligne, longiligne. Hein, c'est assez... Oui, alors ça c'est un problème très important qui a été d'ailleurs bien travaillé par les historiens. C'est un problème très important, c'est que le profil de la femme change, je veux dire le profil habillé bien entendu. Hein. Le profil de la femme habillée change pour les raisons que nous avons données tout à l'heure, c'est-à-dire il faut que son habit ne la gêne pas. Mais l'habit change aussi parce que il y a une sorte de crainte d'apparaître comme ayant des atours, si je peux dire ce mot, trop mammaires. Vous voyez, il faut pas être trop bien sûr, lourd. bien sûr. Il faut pas que la femme soit trop. Il faut pas qu'elle ralentisse trop le rythme. Il faut pas que. Mais voilà, il faut pas qu'il y ait de l'affaissement. Et donc il y a tout un travail contre précisément l'affaissement. Et il y a un travail totalement nouveau et que je trouve personnellement passionnant, qui consiste à essayer de désigner les lieux où le corps peut s'affaisser. C'était pas du tout la question du passé. C'était pas du tout la question du XVIIe siècle. Éventuellement, on corrigeait un peu de temps en temps. Bien, mais on corrigeait avec l'habit. Avec l'habit. Alors que là, vous comprenez, la question c'est qu'est-ce qui tombe, qu'est-ce qui chute. Et on voit des dessins qui jusque-là n'existaient pas et qui portent sur la ligne des fesses. Oui, La d'ailleurs, ligne- il y a par une exemple, illustration qui est très il y spectaculaire. a plusieurs étapes de la chute des seins. Oui, Ouais. par exemple, voilà. Ouais, c'est assez effroyable. On en change quelque de sorte. monde. Mais alors, que devient le vêtement s'il ne sert plus à... Mais le vêtement, non mais attendez, le vêtement d'abord, il peut incontestablement jouer sur la manière dont il accentue et favorise la forme. Bien sûr, il peut jouer sur la couleur indiscutablement, et il peut jouer troisièmement, ce que l'on oublie, dans la haute couture par exemple. À ce moment-là, il s'affranchit complètement. Dans les lieux de loisirs et de détente, le vêtement peut parfaitement s'affranchir des formes que le social exige. Mais à ce moment-là, on est dans l'art. Vous voyez, on a Oui, changé. Voilà, Voilà. et ça redevient de Bien l'art sûr, finalement. bien sûr. La boucle est bouclée, Georges La boucle est Ligarello. bouclée, on peut dire comme ça. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Princes et princesses sur Europe 1, extrait de la BO de film d'animation en théâtre d'ombre de Michel Oslo. Et voilà, et nous revenons, on disait à l'instant, la boucle est bouclée, nous revenons à l'origine même de cette notion de silhouette avec les théâtres d'ombre. Alors je ne vais pas vous parler du théâtre indonésien, j'en serais bien incapable, même si c'est très spectaculaire et très beau, bien entendu. Je ne vais pas non plus vous raconter mes souvenirs de théâtre d'ombre quand j'étais petit. On a vu récemment à la télévision, dans une émission que je ne nommerai pas, Incroyable Talent, Ah oui, hein, sur M6. on a vu gagner un groupe d'artistes qui s'appelle D'Immobilier, qui C'était faisait magnifique, un théâtre d'ombre absolument extraordinaire qui renouvelle complètement le genre. Et puis il y a bien sûr le film d'animation, et puisque nous venons d'entendre la bande originale de ce film Prince et Princesse, je suis ravi d'avoir au téléphone Michel Oslo, qui est l'auteur, le réalisateur de ce film d'animation. Bonjour Michel Oslo. Bonjour. Vous êtes un spécialiste du film d'animation, bien sûr, vous en avez fait un certain nombre, mais dans ce film-là, vous revenez exactement à l'origine, si je puis dire, c'est-à-dire à ces silhouettes noires qu'en plus vous animez, que vous faites se déplacer. Oui, j'ai copié sur une cinéaste allemande, Lotte Reiniger, qui a eu la première l'idée. Cinéaste des d'adapter- années 20, en fait. Hein. Oui, 20 ou 30, je ne sais plus.
elle a eu l'idée de faire du théâtre d'ombre comme on le faisait, mais en image-image, avec le plateau plutôt horizontal que vertical, pour que les marionnettes ne tombent pas. Et il a fait le premier long métrage d'animation européen, Le Prince Ahmed. Et un jour, d'abord j'ai toujours aimé les silhouettes, mais je pensais surtout aux silhouettes dessinées sur de beaux ouvrages. En illustration, en quelque sorte. Hein, oui, des illustrations. Parce que j'aime bien les choses stylisées qui laissent le cerveau de la personne qui regarde faire quelque chose. Et notre cerveau ne s'ennuie pas avec la silhouette noire, parce qu'il a des choses à faire. Oui, il travaille, il la peuple en quelque sorte. Hein, il la remplit, cette silhouette aussi. Tout n'est pas dit. Exactement. Et notre cerveau de spectateur fait quelque chose et est très content. Finalement, c'est à l'image un peu ce qu'est la radio à la narration. C'est-à-dire que c'est très pratique. Ça permet effectivement, à partir de quelques contours, de laisser à chacun le soin de les peupler. Ça, c'est magnifique. Oui, avec la radio, on est plus libre. Oui, c'est ça. Alors, vos premières silhouettes, le premier film que vous aviez réalisé était avec des silhouettes blanches. Oui. Donc, c'est probablement aussi cette envie de faire des choses très stylisées. Là, je ne pensais à personne. Hein. Les silhouettes blanches, j'en avais jamais vu, mais j'aimais bien découper du papier blanc. Et j'ai aussi, mes petits yeux d'enfant regardaient non seulement les gâteaux, que j'aimais bien, mais aussi les napperons par-dessous. Et voilà, c'est ça, oui. Et ça nous avait tout de suite des dentelles délicieuses que vous rajoutez à des petites silhouettes blanches. Et j'ai pu faire comme ça des choses assez raffinées. Et puis vous êtes revenu dans la grande tradition à la silhouette noire, donc pour oui, Prince et Princesse. Alors la silhouette noire, c'est un peu un hasard. C'était une période de vache maigre où j'avais du temps. Et je faisais des ateliers pour les enfants et j'essayais de chaque fois changer la technique, et je ne pensais pas tellement utiliser la technique de Lotte Reiniger parce que c'était c'est une personne qui a déblayé le terrain et c'était un peu archaïque. Mais je me suis dit, plus ou moins, ça sera assez bon pour les enfants. Mais en une semaine, ils ont fait des choses tellement brillantes et fortes, et un long métrage quasiment, que je me suis dit, je vais essayer de faire aussi bien qu'eux. En plus, ça se passait à Odense, la ville natale de Andersen au Danemark. Donc c'était un bon départ. Propice au conte, évidemment, et à cette atmosphère onirique. Vous avez donc ajouté un chapitre à l'histoire de toutes ces ombres et de toutes ces silhouettes. Après le théâtre balinais et javanais, dont je disais un mot tout à l'heure, évidemment. Après les ombres chinoises, mais d'ailleurs plutôt que chinoises, elles sont généralement balinaises. Et puis après, bien sûr, le théâtre d'ombre qu'il ne faut pas oublier, de Prague, de Venise, etc., qui a été aussi une grande tradition du XVIIIe siècle. Et puis ensuite, il y a le 19e. Et puis au 19e. Le chat noir. Et voilà. Exactement. Merci beaucoup Michel Oslo. Je rappelle donc votre titre. On peut le trouver en DVD, votre film Prince et Princesse ? Oui, on peut le trouver. Mais je vous signale que depuis, comme j'aime ça, au départ je l'ai fait parce que j'avais pas d'argent. C'est très simple. Maintenant vous le faites par passion. Je le fais par passion. Le dernier a été fait avec l'ordinateur, mais j'ai apporté les petites marionnettes de papier aux informaticiens et je leur ai dit c'est ça qu'on fait, aussi simple. Et donc l'autre s'appelle Les Contes de la Nuit et il est plus récent. Voilà. Conte de la nuit, donc on peut encore le trouver peut-être encore plus facilement. Merci beaucoup Michel Oslo et bon courage pour les autres féeries que vous êtes en train de créer. Il y a d'ailleurs pas très loin d'Europe 1, quand on sort, là, il y a un magasin que je ne peux pas nommer décidément, mais dont les vitrines sont faites entièrement de silhouettes blanches. Hein. Ce sont des petites, des planches de carton qui sont très finement sculptées. C'est absolument magnifique. C'est intéressant, Georges Vigarello, de voir que finalement notre époque s'intéresse beaucoup à cette notion d'ombre, de silhouette, de contour. Non, mais ça prouve la fécondité de la notion, vous voyez. Exactement. Parce que moi, je suis très sensible à ce qui a été dit. C'est une notion qui en même temps apporte des précisions et qui en même temps, dans cette forme d'abstraction, fait rêver. Et on peut dire que c'est une incitation au rêve. Oui, exactement. Comme votre ouvrage, La silhouette du XVIIIe siècle à nos jours, sous-titré Naissance d'un défi et maintenant nous comprenons pourquoi.
C'est édité aux éditions, et quand je dis édité, c'est magnifiquement édité, devrais-je dire, aux éditions. Ah oui, j'étais du très. Seuil. Moi, je tiens à rendre un hommage très, Vous avez très été fort gâté, et chaleureux oui, c'est pour vrai. cette maison d'édition. Oui. Oui, ça a été très, très bien fait, et le livre est un véritable régal. Merci beaucoup, Georges Vigarello. Et vous savez que la maison vous est grande ouverte. Nous aurons bien des sujets à aborder encore ensemble à l'avenir.